Et ils vivent pas dans cette dimension, hein. Donc bon, ils essayent d'influencer les hommes politiques, par contre. Ça oui, ils essayent, mais ils n'y arrivent pas toujours, hein. Vous savez, les hommes politiques, ils sont pas tous en connexion avec leur bras, ils n'ont pas tous l'antacarana qui a été construit, hein, loin de là. On y a cru, avec Obama par exemple, on a cru que c'était un mec qui était très sage, qui allait changer les choses, on y a cru. La première à y avoir cru, c'était Mère Amma, pour ceux qui connaissent. Amma, elle a cru, elle avait beaucoup d'espoir en Obama. Et elle a cru qu'elle allait faire des choses. Et puis on a bien vu que non. Non seulement il n'a rien fait, mais en plus, il a fait l'inverse de ce qu'il avait dit. Parce qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas les rênes. En plus, je veux pas remettre en question la bonne volonté de M. Obama, mais les mecs ont peur pour leur vie, ils préfèrent garder leurs privilèges, leur belle maison, leur ranch, voilà, et puis dire je suis là pour 5 ans, 4 ans, je vais faire ce qu'on me dit, puis derrière je vais m'occuper de ma famille, voilà, les mecs ils n'ont pas spécialement plus d'honneur que ça, ils sont pas investis par ils sont pas investis par une mission de sauver le peuple. D'ailleurs, je tiens à dire que moi c'est ce que je pense, que les gens qui sont investis par cette mission, en général, se heurtent au rejet de l'opinion, parce qu'on les diabolise. Pour moi, Marine Le Pen, je reviens là-dessus, est quelqu'un qui est investi de cette mission de sauver le peuple français. Moi, j'en suis persuadé. Je le perçois chez elle, dans ses propos. Après, qu'elle sache pas se vendre, qu'elle sache pas débattre, ça c'est un autre sujet. Parce que c'est pas une technocrate, mais pour moi, je la sens investie vraiment de la mission de sauver la peau du peuple français et du pays. Je pense que Marion Maréchal pourrait avoir le même destin, mais ils ont la malédiction de s'appeler Le Pen et malheureusement. Oui, mais. Et d'ailleurs, je pense que Marine Le Pen s'en longtemps en législative. Alors, je sais pas ce qu'elle va faire Marine Le Pen, on n'entend pas là. J'ai lu quelque chose quand même qu'elle pensait. Déjà, elle avait hésité à se représenter pour les législatives, donc je pense que on aura le droit. Je pense qu'elle a compris qu'il y a aucune chance qu'elle soit élue. Faut être honnête. Avec son nom de famille, justement, même si demain elle se marie avec son mari Louis Alliot, on retrouverait toujours des trucs par rapport à son père. Donc, je pense que la meilleure chose à faire, ce serait de restructurer le parti en mettant Philippot, président, en renommant le parti, en faisant du nettoyage, il y a quand même des gens à enlever, je pense, notamment Gilbert Collard ou des choses comme ça. Mais bon. Non, dans ces cas-là, c'est Soral qui a raison. Soral qui dit depuis le début qu'elle ne sera jamais présidente et que ça sera Philippot qui le sera un jour. Voilà, à ce moment-là, c'est lui qui a raison. Moi, je suis son avis. Je suis très pessimiste pour qu'un jour elle soit présidente. Je crois vraiment pas. Faut quand même pas oublier que Chirac s'est toujours heurté au même rejet à une époque. Ça a toujours été le cas. Les gens ont toujours préféré voter Mitterrand contre lui. J'ai jamais compris pourquoi, parce que pour moi, Mitterrand, c'est le pire président qu'on ait jamais eu. C'était vraiment je vais dire quelque chose de méchant, mais c'était vraiment une crevure. Voilà. Et ce mec était vichyiste, c'était un assassin. C'est quand même Rocard qui le disait, qui avait fait un bouquin sur lui. Mitterrand, l'assassin, c'est un livre de Rocard quand même. C'était un assassin qui a fait tuer Coluche, qui a fait tuer Boulin, qui a fait tuer Bérégovoy. C'est quand même un monstre absolu quand même. On a eu affaire à un mec abominable quand même, il faut le savoir. Et ouais, non, là c'était plutôt Fabius. Mais les gens préféraient voter lui que voter Chirac, qui par contre lui était un vrai humaniste. Et on n'a jamais compris pourquoi. En réalité, c'est parce qu'il passait mal. Il passait mal à la télé, il était coincé, il parlait pas bien. Il s'est amélioré. Et je pense que Marine Le Pen peut s'améliorer. Si elle n'avait pas foiré son débat complètement, elle a quand même perdu 8 points. Elle a perdu 8%. Donc au lieu de faire 34, elle aurait quand même pu faire 40, 42, 43. Et 42, 43, ça change toute la donne. Ouais, mais tu sais, moi, à l'université, actuellement, je parle avec des gens qui sont de gauche ou même d'extrême gauche. Même si je le suis pas, je fais des débats politiques avec eux. Quand j'entends ce qu'ils disent sur Marine Le Pen, je les vois pas un jour, ou même que ce soit dans 5 ans, ou que ce soit dans 10 ans, avoir l'intelligence de se reconvertir à l'extrême droite. Je verrai jamais ça. Ça me paraît impossible. Ils sont tellement fermés, bornés sur eux-mêmes.
c'est incroyable, hein, quand je vois qu'elle dit qu'elle est anti-féministe, homophobe, antisémite, raciste, elle est tout, en fait. Enfin, moi, je parle avec des gens de gauche, c'est grave, hein. C'est, je les vois pas se dire, l'extrême droite, elle a raison, contre le système, c'est impossible. Non, mais, il me semble que voter extrême droite, personne n'a voté extrême droite dans ce pays. Oui, t'as raison. L'extrême droite, c'est pas Marine Le Pen, il faut arrêter. C'est bon, c'est Macron. Non, mais Marine Le Pen, c'est pas extrême droite. C'est le FN aujourd'hui. Le FN de Marine Le Pen, c'est pas l'extrême droite. À un moment donné, il faut arrêter, il faut se renseigner de ce que c'est l'extrême droite. C'est pas ça du tout. Donc, quand ils disent on va pas se rallier à l'extrême droite, ils ont raison. Moi, je leur donne raison. Sauf que Marine Le Pen, c'est pas l'extrême droite. C'est là où ils se trompent. C'est leur erreur. C'est une erreur absolue. Être pour le référendum populaire et pour que le peuple soit consulté sur chaque décision importante, c'est l'inverse exact de l'extrême droite. Exact. Donc, si les mecs qui comprennent pas ça, alors que c'est des étudiants qui sont de gauche et qui comprennent pas que le référendum est dans le programme en tête des priorités de Marine Le Pen, c'est qu'ils sont graves, ils ont un problème de cerveau. Je m'excuse. C'est exactement ce que ça, c'est quand même grave. Ils sont tellement avancés parce que à l'université, il y a plein de trucs qui tournent d'extrême gauche, SOS racisme, des tracts anti-FN, c'est impressionnant, faut voir ça, c'est une véritable propagande. Enfin, je croyais qu'Adolf Hitler était au deuxième tour, hein, c'est quand j'étais à l'université. Hein. C'est incroyable. Oui, c'est comme ça dans toutes les universités. Ici à Reims, ils ont fait une manifestation anti-FN. Il y avait des affiches placardées de partout. Enfin, c'était dans toute la France pareil. Mais je trouve que c'est vraiment c'est malhonnête, quoi. C'est malhonnête, c'est de la désinformation, de la diabolisation systémique. C'est pour ça que je vois mal Marine Le Pen être élue un jour. Enfin, faudrait vraiment Philippot, il y aurait été une chance, mais Marine Le Pen, j'y crois pas. Disons que Marine Le Pen, moi je la trouvais brillante. Quand elle fait ses meetings, quand même, elle est d'une grande éloquence, elle a de la pertinence, elle a de l'aplomb. Je me suis dit, elle doit être très très bonne en débat. Et ben justement, elle a été mauvaise, elle a montré là ses limites. Et au final, ce débat lui a complètement desservi, quoi. Bon, moi je pense que elle peut s'améliorer. Encore une fois. Il y a quelqu'un qui laisse son micro ouvert, donc on entend ces oiseaux, on entend tout ça. C'est pour ça qu'il y a de l'écho, hein, je tiens à le dire. Vous entendez de l'écho parce qu'il y a des gens qui laissent leur micro ouvert. Alors pour ceux qui ne savent pas comment les paramétrer, posez la question en écrit s'il vous plaît, on vous expliquera. Voilà par exemple. Voilà, c'est bon. Je crois que ça vient de Chris38 qui essaye de faire des essais de micro, me semble-t-il. Alors, donc pour terminer, avec ça, moi je voulais surtout faire un chat en direct pour que vous voyez un petit peu enfin pour que vous voyez, pour qu'on discute de la manipulation de masse qu'il y a eu à tous les niveaux et que l'on voit à quel point tous les réseaux s'y sont mis les uns avec les autres. Ça a été c'est inquiétant. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est ça. Et je suis très étonné que les gens, eux, ne s'en inquiètent pas. Ils se font manipuler encore. Là, j'ai encore un ami de 10 ans qui m'a éjecté de son Facebook, carrément, parce qu'il ne comprend pas que je ne crois pas en Macron. Lui, il est persuadé qu'il va sauver la France. Et il m'a éjecté de son Facebook. 10 ans d'amitié, foutu en l'air. Vous voyez, les gens sont vraiment fanatisés par cette espèce de cette généralisation qu'il y a eu du système sur le vote Macron, qui est un vote qui va nous sauver, alors que pas du tout. Et dans quelques mois, on en reparlera. Hein. Et moi, je me demande si c'est pas si mal que ce soit Macron qui passe au lieu de Le Pen, parce que pour moi, c'était trop tôt, en fait. Je pense que l'heure n'est pas l'heure n'est pas la libération, pour l'instant. Je pense qu'il est trop tôt. Enfin... Oui, mais je suis absolument d'accord. C'est très très bien que ce soit lui parce que les gens vont toucher le fond et vont voir ce que c'est que le système. Ils vont peut-être enfin comprendre ce que signifie le mot patriote, le mot extrême droite, ce que signifie le système. Ils vont enfin peut-être s'y intéresser et comprendre qu'aujourd'hui
il y a deux mouvements de pensée, c'est être pour le système et l'Union européenne et l'euro actuel, ou alors être pour une Union européenne des nations et un retour aux identités nationales. S'ils ne comprennent pas ça, ils continueront à voter comme ils viennent de faire. Et puis ça sera la descente aux enfers. Là, la France est en réel danger de disparition. Réel. Alors, vous pouvez parler, hein, c'est un chat, hein, donc en fait, si vous pouvez soumettre des idées aussi. Hein, je ne vais pas faire que parler. Hein. Je ne veux pas monopoliser l'antenne. Hein. Je vais te demander aussi si tu penses que, enfin bon, ça peut partir un peu dans le complotiste, mais ça peut être possible. Il pouvait utiliser la magie noire pour influencer les élections ou des choses comme ça. Non, bon, quand même pas exagérer, mais non, faut pas exagérer, mais je veux dire, de toute façon, c'est pire que tout. C'est une toile d'araignée qui comment dire qui s'est posée sur tout le système, en fait, sur tous les lobbies et sur tous les centres d'activité et d'influence. C'est vraiment une toile d'araignée. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui que quasiment tous les journalistes qui passent à la télé et à toutes les télés sont francs-maçons, c'est quand même grave. Quand tu vois que les gros dinosaures du journalisme sont des francs-maçons, des maîtres, c'est grave. Quand tu vois que c'est un mec comme Serge Moratti qui nous commente la marche d'Emmanuel Macron avec son rituel devant la pyramide, lui-même qui est franc-mac, et qui l'avoue, qui le dit. Dire, les mecs, ils ont même plus peur, quoi. C'est magnifique, ce magnifique rituel maçonnique, sublime, alors que c'est absolument pas un rituel maçonnique. Hein. Les mecs, ils sont complètement lobotomisés de la tête, c'est-à-dire qu'ils savent même pas de quoi ils parlent. Mais ils sont dans leur secte, ils sont persuadés que c'est la bien-pensance. Ils sont, voilà. Et puis, évidemment, Serge Moratti, il appartient à quoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'il est? Il est sioniste, hein, donc bon, voilà, encore une fois, c'est-à-dire qu'on est dans un système complet dont le but est clairement d'asseoir la domination des sionistes dans le monde, quoi. C'est évident. Et par le biais des réseaux judéo-maçonniques, sur le coup, là. Voilà, c'est évident. Ils le disent, ils l'avouent, quoi. Voilà. Et Macron, c'est l'agent parfait. Voilà, il a le profil parfait, le profil type, comme Manuel Valls aurait pu l'avoir, ou comme Sarkozy l'a eu à un moment donné aussi. Et puis malheureusement, on leur demande de faire des choses tellement anti-populaires que fatalement, au bout d'un moment, ils se viandent. Ils se viandent et ils se font rejeter par l'opinion. C'est ce qui arrivera à Macron. Ça lui prend au pif, ça va lui arriver. Dans 5 ans, il sera très probablement évincé définitivement de la politique aussi. Ou à moins que ils arrivent à faire des manœuvres, à nous détourner complètement des problèmes internes de la France par des gros problèmes qui pourraient se passer entre-temps sur le plan international, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, et surtout en plus, ce qu'on n'a pas évoqué à la télé, dans les débats, etc., ce serait sa position par rapport à sa politique étrangère, qui est très importante, parce que là maintenant, il a clairement dit quand même qu'il allait donner soutien à Trump, et si jamais il y a une guerre, ce qui peut arriver avec la Corée du Nord ou la Syrie, où c'est des endroits assez chauds sur Terre, en ce moment, on se jetterait à pieds joints dedans, à cause de Macron. Si ça a été Le Pen ou même Asselineau ou Dupont-Aignan, ils étaient pour une sortie de l'OTAN et rallier et refaire des pourparlers avec les Russes, on serait jamais rentré dans une guerre si jamais il y en avait une. C'est absolument évident. Absolument évident. D'ailleurs, Trump, il nous a bien déçus aussi, mais bon,
C'est parce qu'on s'est fait avoir. Moi, je me suis fait avoir aussi, hein, je le reconnais. Je pensais vraiment que le système était surtout représenté par Obama, Clinton. Je savais très bien que Trump était milliardaire et qu'il pouvait pas être totalement en dehors de l'establishment. Mais là, visiblement, c'était une belle manœuvre du système. Et ceux qui l'ont dit, d'ailleurs, qui se sont même, qui m'ont même dit que j'avais tort, etc., avaient raison, je le reconnais. Hein. Ils avaient raison. C'était une belle manœuvre du système. Ils ont mis Trump, voilà, et maintenant il obéit bien sagement. Si on lui dit demain d'appuyer sur le bouton pour dézinguer la Corée du Nord, il va appuyer, hein, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu penses que ça plutôt parce que lui, tu avais vu une émission sur lui, c'est comme un grand affaire, il fait négocier, il sait faire. Sa politique, c'est si on te frappe, frappe 2 fois plus fort que ton ennemi. Donc est-ce qu'il irait plus loin que ça quand même? On peut se poser la question si c'est pas justement sa politique de montrer les muscles, parce qu'il y a quand même un ramollissement avec Obama. Enfin, je sais pas. Oui, bah, enfin, déjà, œil pour œil, dent pour dent, ou rendre 2 fois plus fort son ami, c'est pas du tout chrétien, hein, comme précepte. C'est pas tu t'en la joue droite si on t'a frappé la joue gauche. Hein. Donc là déjà, on te demande ce que c'est. Œil pour œil, dent pour dent, ça n'existe pas chez les chrétiens, d'accord? Donc il faut chercher d'où ça vient, ça. Alors, attends, il y a le cheval blanc qui me demande c'est quoi des sionistes et c'est quoi des francs-maçons. Moi, ce que je vous conseille, monsieur le cheval blanc, c'est d'aller vous renseigner un petit peu, parce que là, on n'en est pas là. On va pas vous expliquer ce que c'est qu'un sioniste ni qu'un franc-maçon. Il faut reprendre le cursus depuis le début. Alors, moi, je vous invite à regarder mes vidéos depuis le départ sur la chaîne Le Veillon non silencieux, ou alors à ouvrir des bouquins. Et là, moi, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. On a avancé quand même un peu. Là. Hein, voilà. Donc, par rapport à ce qu'on était en train de dire, il y a un vrai risque d'embrasement au niveau de la Corée du Nord. Il y a un vrai risque d'embrasement au niveau de l'Iran. Poutine nous a mis en garde. Hein. Les Américains et l'OTAN aussi, d'ailleurs, ont déployé leur batterie de missiles anti-aériens en Irak, je crois. Hein. Et donc, c'est dirigé vers l'Iran pour l'instant. Mais comme le dit très bien Poutine, pour l'instant c'est des missiles Tomahawk, je crois, donc la portée est de 500 km. Mais ils savent très bien qu'ils vont étendre la portée des missiles à plus de 1000 km bientôt, et que dans peu de temps, ils seront capables de menacer l'arsenal militaire nucléaire de la Russie. Ils le savent. Les Américains avancent leur pion avec l'OTAN. C'est extrêmement dangereux. Et ceci est une manœuvre qui a un but. Hein. Voilà, il ne faut pas rêver. Donc là-dedans, il va falloir voir un petit peu le comportement des Russes, bien entendu. Les Américains, ils sont à la botte d'Israël. Donc pour moi, ils sont belliqueux. C'est eux qui vont lancer les hostilités. Regardez comment il s'est comporté Trump avec la Syrie. Vous avez vu que les États-Unis sont poursuivis maintenant. Hein? Parce que... J'ai entendu. Ah, c'est à dire. Son micro. Est-ce que, juste Jim, est-ce que mon micro est bon ou tu sens un écho parce qu'on m'a dit qu'il y avait un écho? Attends. Faut que Adi doit paramétrer son micro là. Expliquez-lui comment paramétrer son micro à Adi, s'il vous plaît. Parce qu'elle nous fait un feedback, quelque chose d'énorme. J'ai pas entendu ta question, excuse-moi, tu peux la répéter? Oui, pas de souci. En fait, au niveau de mon micro, c'est bon ou il y a un souci d'écho? Parce que je crois qu'on s'est plaint d'un souci d'écho venant de moi. Bon, je l'entends pas. En fait, c'est un souci d'écho quand on parle tous en même temps, quand on appuie sur les boutons en même temps. Non, là, avec toi, j'ai pas d'écho, en tout cas. Je pense qu'il vaut mieux mettre des oreillettes, comme ça évite de faire l'écho. Bah, moi, je suis sur oreillette, hein, avec une oreillette. Moi, j'ai un oreiller. Ça sert pas à grand. Alors, je sais pas, c'était ça ta question? Je sais plus.
Sinon, vous pensez quoi de la cyberattaque informatique mondiale qui a lieu actuellement? Moi, j'en pense pas grand-chose. J'en pense pas grand-chose. Je doute fortement que des gens aussi avancés technologiquement que ceux qui dirigent le système puissent se faire pirater. Je suis très perplexe. Et qu'est-ce que tu penses de Édouard Philippe, le nouveau Premier ministre de Macron? Sincèrement, je ne le connaissais pas. Je sais que c'était le bras droit de Juppé, c'est ça? Oui, c'était ça. Bah, non, je connaissais pas. Je connaissais pas plus que ça. On verra bien. Bah, de toute façon, moi, je m'attends pas à des éclats, à des éclats pro-patriotiques de la part de ces gens-là. Je sais très bien qu'ils vont faire ce qu'on leur dit de faire, bien gentiment, à savoir de continuer à vendre les intérêts de la France aux finances, au Qatar, à l'Arabie Saoudite, et qu'on va leur dire de continuer à alourdir la dette de la France, parce que pendant ce temps-là, les Français, avec leur argent et avec l'argent de leurs impôts, ont continué à donner des milliards d'euros à ceux qui ont acheté la dette de la France. Donc, ça s'arrête là, hein, c'est tout. Hein. Vous savez, il suffit d'écouter Étienne Chouard, il a fait une vidéo sur l'extrême droite, justement. On lui a posé la question de savoir comment il faisait pour ne pas fustiger l'extrême droite. Et il remettait les choses il remettait un petit peu les pendules à l'heure en disant que l'extrême droite, c'est absolument pas Marine Le Pen. Et il disait juste derrière, l'extrême droite, c'est justement les gens qui, au XIXe siècle, se sont mis main dans la main pouvoir et finance avec des crapules, véritables crapules, pour justement, finalement, avec la finance, se gaver sur le dos des peuples. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, on en est toujours là. Donc, il se passe rien avec les nouveaux, ce sera exactement la même chose, les gens ont voté pour le système. Je suis étonné qu'il ait pas mis Bayrou Premier ministre, quand même. Lui comme plus populaire, donc, enfin... Bayrou, il s'est fait rouler, tout simplement. Il s'est fait avoir. Après, il y en a un qui me fait marrer aussi, c'est Dupont-Aignan, quelque part, parce que lui, alors, c'est vraiment la riviste par excellence. Si Marine Le Pen avait eu une chance de gagner, il aurait bien voulu être son Premier ministre, mais depuis qu'elle a perdu, quitte le navire, pratiquement, quoi. C'est pas beau, c'est pas beau du tout. Bah après, bon, tu sais, le parti, moi j'ai l'impression qu'il fuit parce que le parti il est déjà un peu en train de s'éclater, hein, au Front National. Donc je pense qu'il a raison pour son avenir politique à lui, de se retirer un peu du Front National pour l'instant, peut-être d'y revenir plus tard s'il est restructuré, parce que là en ce moment, je pense qu'après les législatives, il y aura du gros changement. Pas qu'il n'éclate, d'ailleurs, c'est ce que je crains. Donc, Et ça va faire quoi alors? Ça va muter dans un autre parti? Ça va éclater en plusieurs petits partis? Qu'est-ce que ça va faire? Sincèrement, le Front National, on a bien compris que maintenant, avec ce nom-là, ils n'iront jamais au pouvoir. Le Front National, c'est mort, c'est fini. Il faut changer de nom. Hein. Elle avait déjà essayé avec Bleu Marine, mais elle s'appelle Le Pen. Les gens sont pas dupes. Ils sont bêtes, mais ils sont pas dupes. Pas complètement, en tout cas. Ils savent très bien que le mouvement Bleu Marine, c'est le Front National révisé, et ils savent très bien que Marine Le Pen, c'est la fille de Jean-Marie Le Pen, ils sont pas cons. Et il n'y a rien à faire, c'est dans l'inconscient collectif. Le FN ou le nom Le Pen égale extrême droite, égale fascisme, égale nazi, égale racisme. C'est tout, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Même dans 20 ans, ça sera comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Il leur reste à faire de faire des réformes de fond, de se séparer du Front National du père, et définitivement de refonder un parti patriote avec un autre nom, et d'élire un dirigeant, enfin un président, qui soit quelqu'un d'autre que de la descendance Le Pen. C'est tout. Pour moi, Marine Le Pen, elle a fini sa carrière politique. Je crois. Et Marion Maréchal, si elle s'est retirée, c'est parce qu'elle a compris aussi qu'il n'y avait plus rien à faire. Puis Jean-Marie Le Pen, c'est quand même une sacrée épine dans le pied, et quand je vois qu'il a juste démonté Philippot après les élections, enfin, c'est pas très intelligent de sa part, je trouve. Bon. Oui, mais je suis d'accord. C'est pas intelligent dans la mesure où ils seraient du même parti, mais ils ne sont pas du même parti. C'est justement là où les gens se trompent bien. Et c'est ce que disait très bien Greg
Greg Talibian, je ne sais pas si vous le connaissez, Greg Talibian qui fait Je suis maman. Voilà, il le dit très bien dans une de ses vidéos. Il dit il y a deux FN et il serait pas contre voter pour Marine Le Pen, mais il ne peut pas parce que tant que les deux FN ne sont pas totalement séparés, si un jour le FN de Marine Le Pen gagne, on aura automatiquement le retour des vieux FN de Jean-Marie. Et lui, il n'en veut pas. Et il n'a pas tort, il a tout à fait raison, il y a deux FN. Donc Jean-Marie Le Pen et Philippot ne sont pas dans les mêmes FN, ils se détestent. Voilà. Philippot représente tout ce que Jean-Marie Le Pen déteste. Il représente l'ENA, il représente c'est un homo aussi, donc etc. etc. Bon, bah. Donc à un moment donné, il va falloir choisir son camp aussi à l'intérieur du FN. Je pense que les gens s'en foutent totalement des clivages du FN. Hein. Ce que les gens veulent, c'est un parti patriote qui défend les Français et la France. Ils s'en foutent de savoir qu'il y a des partis ou des clivages au sein même du FN. Moi, je pense qu'il ferait mieux de se dépêcher de créer un véritable parti patriote avec des gens qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas homophobes, comme représente très bien Philippot. Hein. Je pense qu'il devrait se dépêcher parce que les gens vont voter ailleurs, hein, sinon. Ils vont se retourner vers Mélenchon. Et ça serait une catastrophe également. Ou aussi, dans son programme, il y a eu une grosse faute. Enfin, c'est le programme économique quand même, ce qui est quelque chose de très important. Elle n'a pas été claire du tout, donc les gens, forcément, hein, ça les a fait hésiter à 2 fois avant de voter pour elle. Hein. Ouais, mais comme dit Zemmour, Mitterrand, il n'était pas plus doué en économie que Marine Le Pen. Mais mais c'est pas une question d'économie, c'est une question que son programme, d'abord, il va à l'encontre du programme des autres, de tous les autres partis. C'est-à-dire qu'elle prenait la sortie de l'Union européenne par référendum, elle prenait la sortie de l'euro. Donc ça, c'est des questions qui sont anxiogènes pour le peuple français. C'est anxiogène. Ils ont tous peur que si on sort de l'euro, on se retrouve ruiné. Ils n'ont pas encore compris que c'est l'euro qui nous ruine. Ils ne comprennent pas. Donc, ça, c'était une question qu'il fallait aborder après les élections. Moi, je pense qu'il ne fallait pas en parler avant. Alors, il aurait très bien pu continuer à axer son programme sur le protectionnisme économique. Ça, c'était très bien comme idée. Mais vouloir tabler sur des choses qui font peur aux gens, on l'a vu avec Asselineau. Asselineau, on a cru qu'il allait faire 25%. Enfin, c'est les Assoliniens qui ont cru ça. Vous avez vu le score. Bah après, on s'enflammait parce que sur la toile, enfin sur Internet, il a beaucoup d'abonnés. Mais en fait, il est présent que sur Internet. Mais au final, tu regardes sur Internet, ça représente quoi? Ça représente 500 000 personnes. Ça représente quoi 500 000 personnes comme électorat? Rien du tout. Hein. Donc, Ouais, il n'y a pas beaucoup d'arrivée. Même pas, il a fait 330 000 votes. Mais bon, on a vu que son programme, qui pourtant est quand même super intéressant, et je dirais c'est un programme qui devrait s'intégrer complètement dans le programme de Marine Le Pen, pour moi. Pour moi, c'est un mec qui est absolument valable dans un parti patriote. Il faut absolument qu'il s'intègre, comme Dupont-Aignan a voulu le faire. Pour moi, ils devraient tous se mettre ensemble, avec Asselineau, tous. Mais vous avez vu qu'ils se sont heurtés au rejet massif des Français. Les Français ne veulent pas ça. Les Français, ils veulent qu'on reste un pays ouvert, un pays européen, qui ait plus de frontières, qu'on ait une monnaie commune. Ils n'ont pas compris que c'était une monnaie unique et qu'elle était pas seulement commune, mais unique, et qu'elle n'était pas faite pour nous. Mais ils veulent une monnaie unique, ils veulent voyager, ils veulent ci, ils veulent ça. C'est ça la majorité du peuple français. Donc, tu leur dis, on va sortir de l'euro, on va sortir de l'OTAN, on va sortir de l'euro, l'Union européenne, on va remettre des frontières, machin, ils ont la trouille. Il faut y aller à petits pas maintenant. Hein. C'est anxiogène pour eux tout ça. Hein. On a compris. Hein. Même Mélenchon, en pleine campagne, il est revenu là-dessus. Hein. Il a dit qu'il fallait sortir de l'Union européenne, et en pleine campagne, il a dit qu'il n'en était pas question de sortir. Bon, je pense que ce sont des questions, même si elles sont primordiales, des questions qu'il fallait aborder assez prudemment. Les mettre en avant, ça fait peur aux gens. Voilà. C'est comme quand vous mettez en avant dans votre programme, par exemple, la remise en question de l'IVG ou la remise en question de la contraception. C'est pas possible. C'est des trucs qu'on peut pas remettre en question. Il faut. Alors bon, en ce qui concerne la sortie de la France de l'Union européenne,
c'est quelque chose qui se discute, c'est quelque chose qui mérite des débats de fond, et il faut informer les gens. Parce que malheureusement, on a remarqué que sur Internet, les gens comme Asselineau, les gens comme moi, on fait pas beaucoup de monde. Lui, il en fait beaucoup plus que moi, mais je veux dire, si on se met tous ensemble, nous les dissidents, on fait pas 500 000 vues, quoi. À part Soral, Diodo, quoi. Sinon, on fait 80 000, 60 000. Moi, je fais 25, et aujourd'hui, je fais mon record. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Je veux dire, Asselineau, il a fait 300 000 vues. C'est rien, c'est que dalle sur le plan national, c'est rien du tout. Il faut que les grands médias relayent cette information. Et pour qu'elles relayent cette information, il faut y accéder. Il faut y accéder aux grands médias. C'est là où Marine Le Pen, elle avait les portes ouvertes, parce qu'avec son électorat important, évidemment, elle avait accès aux grands médias. Donc c'est là où elle aurait dû être bonne. Elle aurait dû être nous représenter mieux que ça. La vérité, elle nous a mal représenté. Elle a mal représenté notre programme. Elle a été beaucoup trop agressive, elle a été beaucoup trop dans l'invective, même si en face il n'a pas été mieux qu'elle. Les gens étaient déjà de parti pris, donc c'est cuit. On verra bien pour la suite. Maintenant, c'est fait, hein. On ne pourra plus revenir en arrière. Au législatif, ça m'étonnerait qu'il passe. Le Front National, tout de même. Bon, on verra bien. Non, je crois qu'ils passeront pas parce que, comme je disais, s'ils avaient fait 43 ou 44%, il y aurait eu une dynamique énorme derrière eux. Énorme. Les gens y auraient vraiment cru. Et tous ceux qui ne se sont pas déplacés pour aller voter parce qu'ils n'y croient pas, y auraient cru. 34%, c'est une défaite. C'est pas... même, moi, attention, moi je trouve que c'est énorme que 34% des Français aient voté Marine Le Pen. Parce qu'en réalité, il y a eu plus de voix réelles pour elle que pour Macron. Parce que Macron n'a fait que 24% des voix, la vérité. C'est ça le truc. Il a fait 24% des voix, et les 19% qu'il a fait en plus, c'est que des gens qui ont fait barrage à Marine Le Pen. Voilà. Le reste, c'est les abstentionnistes et les votes blancs. Donc tous les abstentionnistes qui représentent quand même 25%, je crois, 25% de l'électorat, 25% se sont même pas déplacés aux urnes. Si Marine Le Pen avait fait 43 ou 44%, ils se seraient déplacés. Ils auraient dit on y croit. Là, il n'y a pas de dynamique. Et ce qui va se passer, c'est que, comme d'habitude, il va y avoir le front républicain, c'est-à-dire en réalité le front antidémocratique, qui va continuer son travail de sape et qui va tout faire pour que, au lieu d'avoir 100 ou 150 sièges, le FN en aura encore que même pas une dizaine, peut-être moins que 5. Voilà, c'est ce qui va se passer, c'est tout. C'est scandaleux. Ça veut dire que le deuxième parti de France, ou le premier parti de France, ne sera toujours pas représenté à l'Assemblée Générale, et ça va continuer comme ça, voilà. C'est tout. Jusqu'à ce que les gens se réveillent et comprennent qu'ils ne sont pas dans une démocratie. Pour moi, la seule chance qu'un jour il soit élu, c'est, je reprends la ligne à Soral là-dessus, c'est Philippot, faut qu'il passe président, et que tant pis, hein, même si j'aime beaucoup Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen, malheureusement leur nom leur portera préjudice durant toute leur vie, et je pense que ça marchera jamais. Si elle reste, ça ne marchera jamais. Impossible. J'en ai bien peur, oui, j'en ai bien peur. Et franchement, si elle arrive pas à un candidat comme Macron, je ne vois pas comment elle pourrait gagner, même contre Fillon, ou contre un candidat un peu plus sérieux, je ne vois pas comment elle pourrait gagner. Si même contre Macron, elle fait que 35%, ça me paraît impossible contre un candidat encore plus sérieux. Ça me paraît difficile. Ouais, mais bon, on peut pas non plus trop lui jeter la pierre, hein. Elle a quand même fait une très très belle campagne. Elle a voulu, je pense qu'elle a été mal conseillée, d'ailleurs très certainement par Philippot, pour son débat. Je pense qu'elle a été beaucoup trop dans l'agression, ça servait à rien, quoi. Donc bon, voilà, point. Il faut qu'elle retourne aux études. Maintenant, on va pas la descendre, je veux dire, bon. C'est pas très courageuse. Franchement, elle a le vent contre elle. C'est quand même, la marche est tellement haute, cette marche. C'est quand même la fille à Jean-Marie Le Pen, le parti soi-disant néo-nazi, tous les médias contre elle, des manifestations contre elle. C'est une marche très haute, hein. Voilà.
Ça doit pas être évident. Hein. Donc je pense qu'elle a été dégoûtée. Moi je pense qu'elle a été dégoûtée. C'est aussi de ça qu'elle a parti. Ah ben moi je pense qu'elle doit même être un peu déprimée parce que non seulement elle a perdu, parce que bon, à cause de son mauvais débat, et elle le sait, parce que je pense qu'ils ne doivent pas se priver de lui dire au sein du parti même, ils doivent pas se priver de lui en mettre plein la tronche. Et Dezio, elle se bat quand même, elle a fait une campagne de dingue. Je me demandais même comment elle pouvait dormir. Un matin, elle était en Bretagne sur un bateau de pêche, à midi, elle était chez Bourdin à Paris, le soir, elle était de l'autre côté de la France. Truc de fou. Donc, elle s'est quand même battue énormément, elle a laissé une énergie folle là-dedans. Ça fait des années qu'elle essaie de se battre pour sauver le peuple français et pour dénoncer ce système oligarchique. Et au final, la récompense, c'est quoi? C'est qu'on lui remet plein la tronche parce qu'elle a raté son débat présidentiel. Je trouve que c'est un petit peu hard quand même. Macron a fait une campagne au premier tour, elle a rien fait. Je sais même pas comment elle a pu finir premier, ça me paraît. Moi j'étais scandalisé. Hein. Enfin, il a pas fait de campagne, enfin, il a rien eu. Enfin, je sais pas, je sais pas. Alors que Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui se bat systématiquement. Donc ça se voyait hein, lors du deuxième tour, elle était fatiguée. Hein. Punaise, on voyait son visage. Macron était rayonnant, mais elle, chaud. Alors, au premier tour, il y a eu un report de voix de Bayrou, qui lui a donné au moins 4 ou 5% à Macron. Sans Bayrou, il faisait pas d'1%. Dezio, il y a eu des trucages pendant le premier tour. Il y a eu des trucages. Il y a eu, je crois, 800 000 ou 1 million d'immigrés qui ont été nationalisés pour pouvoir voter. Ça, c'est Soral qui a balancé l'information. Il y a eu 1 million à peu près d'immigrés à qui on a donné la nationalité française très rapidement, juste avant le premier tour, en leur disant, bien entendu, qu'il fallait qu'ils votent Macron. Donc déjà 1 million, ça fait quand même déjà pas mal. Ça fait 1 million de personnes, ça faisait à peu près 2%, je crois. Truc comme ça. Ouais, ça fait à peu près 2%. Et en plus, il y a eu des trucages. Il y a eu des trucages en premier tour. Voilà, on le sait. Donc Macron a pu grappiller et bénéficier de au moins 5 ou 6% de triche. D'abord. Ensuite, le système a tout fait pour qu'il ne se retrouve pas au deuxième tour contre Mélenchon. Parce que ça a failli arriver. C'était pas loin. Il aurait pu aussi se retrouver contre Fillon. Et ça, le système ne le voulait pas. Parce qu'il voulait absolument que ce soit Macron. Donc, ils ont tout fait pour flinguer Fillon, vous avez remarqué. Et quand Mélenchon avait le vent en poupe, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat aux Champs-Élysées. Pourquoi? Pour que Marine Le Pen reprenne et récupère quelques points, parce qu'elle était menacée par Mélenchon, visiblement, au niveau des voix. Je crois qu'il n'y a que 800 000 voix qui les séparent au premier tour, hein, Marine Le Pen et Mélenchon. Et en fait, le système a voulu s'assurer que Marine Le Pen soit vraiment au deuxième tour contre Macron pour être sûr de gagner contre elle. Donc il y a des manœuvres qui sont vraiment, vraiment monstrueuses. C'est du machiavélisme, hein, c'est très pensé tout ça. Quand on dit que le système a peur, machin, là, il n'a pas peur du tout. Il sait très bien qu'il a la main, hein, de A à Z. Quand t'as la main sur absolument tout, enfin, surtout en France, ça va être incroyable, hein, enfin, c'est incroyable en France. Hein. Ils ont tout, hein, les franc-maçonneries, les banques, la justice, les médias, les gens en passent, mais c'est pratiquement, enfin, c'est désespérant, hein, parce que comment tu veux lutter contre ça? Enfin, Bah ouais, bah comme dit Dieudonné, il a dit la France s'africanise parce que ça ressemble à un vote africain. Bah, ça ressemblait, ce premier tour a ressemblé aux élections africaines, hein, où on récupère des voix à gauche, on en invente à droite, on en falsifie derrière. C'est Dieudonné qui a dit ça, il a dit que ça ressemblait de plus en plus à une république bananière, quoi, voilà. Bon, bah, je pense qu'il a pas tort, hein, il connaît bien le sujet. Lui-même, d'ailleurs, tiens, on va en parler 2 secondes, vous savez qu'il quitte la France à la fin de l'année, hein. Il arrête définitivement. Donc, c'est quelqu'un qui va nous manquer énormément, mais il va se présenter aux élections présidentielles camerounaises. Donc, on risque de le revoir assez incessamment sous peu, parce qu'apparemment, il serait largement favori. Ça peut être vachement intéressant, quand même. après, qu'il fasse attention aussi, hein, pas qu'il se retrouve avec une balle entre les 2 yeux au Cameroun. Enfin, c'est le secret français.
Parce que c'est déjà arrivé, hein, ça. Ça gênerait pas. Évidemment. Enfin, il a pas reçu de balle entre les deux yeux en France, il va peut-être pas en recevoir en Afrique. Je pense que Il peut pas trop se le permettre, mais moi je connais un peu le domaine. Par les gens de ma famille, en Afrique, ils peuvent très bien payer des Camerounais qui peuvent s'en charger et faire passer ça pour des Camerounais fous en France, ils se le permettraient pas. Mais à l'étranger, ils peuvent se le permettre. enfin, ça, c'est toi qui le dis, qu'en France, ils se le permettraient pas. Moi, je dirais, avec Mitterrand, ils se sont permis. Maintenant, aujourd'hui, oui, moins, peut-être, oui. Ouais, peut-être. Enfin. Non, mais sur le français. Mais ils utilisent une autre forme d'assassinat. Ils ont utilisé l'assassinat médiatique. Donc, Dieudo a été assassiné médiatiquement, littéralement. C'est-à-dire que s'il n'avait pas eu de théâtre, et s'il n'avait pas été aussi talentueux et si prolifique, qu'il a produit un spectacle tous les ans et demi, il serait mort, Dieudo. Il n'aurait pas pu nourrir sa famille et il ne pourrait pas continuer à tourner. Il aurait dû arrêter ce métier, il aurait dû... C'est wait and see. Maintenant, vous allez attendre bien sagement les premières mesures de ce gouvernement et vous allez voir ce qu'on vous réserve et puis c'est tout. Même moi, hein, je ne vais pas faire sortir la boule de cristal. C'est Jovanovic qui dit qu'avec le programme Macron, Dupont-Aignan le dit aussi, le programme Macron va couler littéralement la France et ça va être le chaos social. Moi, je les écoute parce que je ne suis pas économiste, donc peut-être ils ont raison, on va voir. Et peut-être que d'ici 6 mois, tous les Français seront dans la rue. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter quelque part. Hein. Voilà. Est-ce que tu penses que le système va encore prendre le risque de faire des élections présidentielles parce qu'il y a quand même qu'on voit quand même Mélenchon, quand même les Républicains qui sont morts, le PS qui sont morts, le Mélenchon qui monte, ou même si Mélenchon est franc-maçon, et Le Pen qui peut encore revenir en cas de restructuration. Est-ce que tu penses, et Macron qui fera certainement un quinquennat catastrophique, donc je pense qu'En Marche va mourir aussi du coup. Est-ce que tu penses qu'ils vont encore prendre le risque de faire des élections comme on connaît dans les 5 prochaines années, enfin dans 5 ans? Ouais, alors c'est une très bonne question et je pense que non, effectivement. Je pense qu'ils vont passer des lois d'ici 5 ans, ils vont tout verrouiller pour que ça ne puisse plus, pour qu'il puisse plus y avoir de risque de perdre. Voilà. Je pense que la démocratie va être muselée beaucoup plus que ce qu'elle a été là. Ouais. Donc on va voir. Ouais, ça va être chaud, hein, ces prochaines années. Ah, ça va être très 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 chaud, mais c'est bien, c'est intéressant. Au final, d'abord, moi ça me confirme que j'ai fait quitter la France déjà. Et puis, ça me confirme l'idée que j'ai pas du tout envie d'y retourner. Voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas, c'est pas parce qu'on vit pas en France qu'on ne se sent pas concerné par le problème de la France. Hein. Moi, je reste français et je suis très très concerné par les problèmes français. Hein. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on quitte le foyer familial qu'on en a plus rien à foutre de papa-maman. Hein. T'as bien raison. Quand j'ai 20 ans, par exemple, même pas, j'ai 19 encore.
enfin, je peux pas encore me permettre de quitter la France. Hein, j'ai pas d'études, j'ai rien. En plus, moi, je compte passer les concours de la gendarmerie, donc malheureusement, je suis condamné à rester. Ah ouais, t'as quand même un petit côté maso. Bah écoute, non mais attention, faut pas croire qu'à l'étranger c'est tout simple et c'est facile. Hein. C'est difficile aussi. Hein. Il y a aussi des difficultés qui sont autres. Mais c'est sûr que la jeunesse aujourd'hui en France, vous allez vous heurter à des difficultés qui vont être de l'ordre du civil et des affrontements. Et ça va être chaud, ouais. Ouais, parce que vous allez vivre une décadence, une vraie décadence. Donc, bon, elle a déjà été entamée par Sarkozy, la décadence, mais là, vous avez vu sous Hollande un petit peu ça a dégénéré. Et là, je pense que ça va être, on va vraiment foutre la France à plat, littéralement, parce que la France, avec son endettement, et ça personne n'en a parlé pendant la campagne, avec son endettement, elle est à 99% d'endettement du pays. Hein. Donc en réalité, elle est à 1% de la faillite, hein, la France. Hein. En fait, en réalité, elle l'est en faillite, mais ils font tout pour maintenir le taux d'endettement à 99%. Mais là, avec Macron, on va passer à plus de 100%, donc on va tomber en faillite. Voilà, il faut le savoir. Et puis bon, il y a aussi le fait que l'euro il est prévu de s'écrouler, l'euro, il va s'écrouler. Donc tout ça, ça va arriver quasiment au même moment. C'est pas possible autrement. Donc il faut s'y attendre, c'est tout. Il faut savoir que ça va exploser un jour. On ne sait pas quand. Ça peut très bien arriver cette année, l'année prochaine, on ne sait pas. On va voir. C'est marrant parce que moi, je pense que la France va toucher le fond. Je crois vraiment, mais je pense qu'elle s'en relèvera. Parce que je pense que la France est quand même protégée par quelque chose de, j'ai envie de dire de surnaturel, mais parce qu'au cours de l'histoire, la France a quand même toujours connu des moments très très difficiles, mais si on regarde, elle s'en est toujours remise. Alors je suis assez d'accord avec toi aussi, puisqu'on on va finir sur une note optimiste. Je suis assez d'accord avec toi, la France ne peut pas disparaître comme ça, tout comme la Russie ne pourra jamais disparaître, ou l'Angleterre, ou les Indes. Ce sont des nations qui sont très fortes, qui effectivement sont régies par des forces qui sont des forces occultes et qu'on ne connaît pas. Quand je dis occulte, ça ne veut pas dire de magie noire automatiquement, hein, ça peut aussi être de magie blanche. Qui sont soutenus par des réseaux qui sont des réseaux lumineux aussi. Et la France a un rôle très important à jouer dans le monde, et j'ai toujours dit dans mes vidéos précédentes. Le rôle de la France est d'apporter la lumière, pas la lumière, mais son rôle est d'apporter la preuve scientifique de l'existence de l'âme. Donc c'est pour ça qu'on est un pays de scientifiques et d'ingénieurs. Donc la France disparaîtra pas, non? Mais elle peut disparaître au niveau de l'influence mondiale, au niveau de son rôle qu'elle avait avant dans le monde. Elle avait un rôle de diplomate, elle avait un rôle d'éclaireur. Elle peut perdre ce rôle, par contre, qu'elle a déjà perdu à 80% avec Hollande. Mais effectivement, elle se redressera, ouais. Mais elle se redressera à quelle seule condition? C'est que le peuple français continue de rester un peuple. Et c'est pour ça qu'ils veulent détruire le peuple français, le peuple de France. Parce qu'ils ne veulent pas que la France joue ce rôle. Ils ne veulent pas que la France découvre scientifiquement l'existence de l'âme. Donc ils font tout pour détruire le peuple de France et l'identité nationale française. C'est une guerre occulte qui est menée par les forces de l'ombre contre les forces de lumière. Hein? Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Et donc, je peux pas trop parler comme ça, parce qu'après, les gens te prennent pour un dingue. Et je peux pas en parler à tout le monde non plus. Mais il y a une vraie guerre. Autant il y a une guerre économique et financière, comme disait Mitterrand, entre les États-Unis et la France. Les États-Unis nous mènent une guerre par le biais de la finance. Mais il y a aussi une guerre occulte entre les frères de l'ombre et les frères de lumière. Ils ne veulent pas que la France découvre son rôle occulte, qui est de démontrer l'existence de l'âme. Ils ne veulent pas. Parce que si on démontre l'existence de l'âme, ça veut dire que la technologie n'a pas lieu d'être. Si on est tous des âmes, et qu'on a tous une âme, et qu'on est tous, on va dire, omnipuissants, omnipotents en potentiel, on n'a plus besoin de technologie. Et eux, ça les arrange pas, parce que eux, ils veulent absolument continuer à nous imposer leur technologie et nous remplacer de plus en plus par la technologie. Vous avez vu le programme de Attali. Son programme, c'est de remplacer les ventres naturels par des ventres artificiels pour faire des enfants et avoir des matrices de conception d'enfants. C'est le but d'Attali. Attali ne fait que répéter le programme du système, qui a d'ailleurs été déjà écrit dans
dans le meilleur des mondes, Aldous Huxley d'ailleurs. Il ne fait que répéter Aldous Huxley, Attali, rien de plus. Je voulais te demander, c'est quoi le rôle ésotérique aussi des autres pays? Peut-être d'autres exemples aussi. Parce que, par exemple, la France, c'est démontrer l'existence de l'âme, mais il y a d'autres pays aussi qui sont concernés par des choses comme ça. Enfin, je pense. Bien sûr. Il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, il y a l'Italie, il y a les États-Unis, bien entendu. Toutes les grandes nations, hein. Voilà. Non, mais il faut lire, pour comprendre ça, il faut lire des bouquins d'occultisme. Il faut lire Alice Bailey. Lis Alice Bailey, La destinée des nations. Elle a écrit ça en 1920. Il n'a jamais été question par les frères de lumière, puisque tout à l'heure tu me parlais des maîtres de sagesse, je ne sais plus qu'est-ce qui m'en a parlé. Les maîtres de sagesse n'ont jamais remis en question l'existence des nations. Pour eux, les nations, c'est très important, c'est le rempart, justement, au grand n'importe quoi et au chaos. Voilà. Pour les maîtres de sagesse, les nations sont très importantes. C'est pour ça qu'ils essayent de détruire les nations européennes, pour commencer. Et enfin bon, j'ouvre un autre sujet. Est-ce que tu crois en l'antéchrist, qui pourrait venir en tant que personne, en tant que personnage? Enfin bon, après c'est après une troisième guerre mondiale, un nouvel ordre mondial, de grands cataclysmes. Tu crois en son existence possible? Ouais, c'est possible. Même si pour moi l'antéchrist représente davantage un collectif, c'est-à-dire un système, justement, comme on est en train de voir actuellement, c'est-à-dire ce système qui fonctionne à tout niveau. Il est tout à fait possible aussi que ce soit au final une personne incarnée, ouais, c'est possible. Qui se fasse passer pour le Messie. Et d'ailleurs, qui serait d'ailleurs en l'occurrence le Messie des talmudo-messianiques, qui serait le Messie des sionistes. C'est ce qui est un petit peu écrit, hein, c'est que le Messie des sionistes, c'est l'antéchrist des chrétiens et des musulmans. Puisque n'oublions pas que les musulmans et les chrétiens marchent main dans la main dans cette histoire. Quand ils essaient de diaboliser l'islam contre la chrétienté, ça marche pas en réalité, parce que l'islam et la chrétienté ne sont pas ennemis. Hein. L'ennemi de la chrétienté et de l'islam, ça a toujours été le judaïsme. D'ailleurs, on parle aussi de naissance le 11 septembre 2001. Justement, ça aurait servi de sacrifice rituel pour sa naissance. Le 11, d'ailleurs, ça c'est ça c'est pas de moi, hein, c'est ce que j'ai vu d'une autre chaîne YouTube qui me paraît très pertinente, c'est que le 9 du 11, c'est l'accouplement en fait. Le 9 représente l'homme, le sexe masculin, le 11 représente le sexe féminin. Et même ce symbole des deux tours, c'est quand même un symbole présent dans la franc-maçonnerie beaucoup. Donc bon, et cette éventuelle possibilité. Alors pour moi, il y a une relation claire et nette entre les attentats du 11 septembre et l'Apocalypse de Jean. Pour moi, le monstre à deux têtes de l'Apocalypse de Jean, c'est les deux tours du 11 septembre. Ça, j'en suis quasiment convaincu. Parce que, après, quand il nous parle de monstre à sept têtes, non, c'est pas le monstre à deux têtes, c'est le monstre à deux cornes. Les deux cornes, c'est pour moi, ouais, c'est les deux tours du 11 septembre du World Trade Center. Maintenant, quand il nous parle de sept têtes, du monstre à sept têtes, je pense que Jovanovic a mis la main sur quelque chose d'intéressant quand il dit que les sept têtes, c'est les 7 présidents qui sont visibles sur les 7 billets de dollars. Il y a 7 billets. Moi, je trouve ça intéressant cette thèse que les attentats de septembre 2001 c'est la naissance de l'Antéchrist. Que c'est un processus de sacrifice qui sert justement pour lui donner la naissance de naître. Bon. Moi, je dirais que c'est plutôt le début de l'Apocalypse. Maintenant, le monde a changé depuis le 11 septembre. C'est là où tout s'est mis en place. L'attaque de l'Irak injustifiée, la mainmise des États-Unis et d'Israël avec l'appui de l'Arabie Saoudite et du Qatar.
sur le Moyen-Orient en déstabilisant tous les pays du Moyen-Orient. Je veux dire, le Liban est tombé, la Libye est tombée, la Syrie est détruite, l'Irak est détruit, l'Afghanistan est sous contrôle. Il ne reste plus que l'Iran, mais l'Iran est un peu plus éloigné. Il n'est pas sur la carte du Grand Israël. Là, honnêtement, il n'y a plus que la Jordanie qui n'est pas tombée. Mais la Jordanie, pour l'instant, elle est dans la main du système. Et ils ont détruit tout le Moyen-Orient. C'est-à-dire, ils ont vraiment détruit tous les pays qui sont contenus dans la carte du Grand Israël. Pour ceux qui ne sont pas au courant, tapez sur Google carte du Grand Israël et vous allez comprendre. Vous allez comprendre quelles sont les frontières rêvées des sionistes. Ce grand Israël qui doit comprendre en son sein la moitié de l'Arabie Saoudite, la moitié de l'Irak et toute la Syrie jusqu'aux portes de la Turquie, je veux dire, avec bien entendu le Liban, la Palestine et la Jordanie. Voilà. Et la moitié de l'Égypte, le désert du Sinaï. Voilà. Donc c'est ça le grand Israël. Donc on voit bien qu'ils ont détruit tous les pays qui sont sur cette carte. Une carte qui, nous dit-on, est une carte pour les complotistes qui sortirait de l'imaginaire de ceux qui ont écrit le scandaleux protocole des sages notions, qui est un faux, qui serait un faux, etc. Sauf que tout ce qui est écrit dans le protocole des sages notions, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc moi je veux bien qu'on parle de faux et qu'on parle d'imaginaire, sauf que les faits sont les faits. D'accord ? Quand Jules Verne il a écrit 20 milieux sous les mers et qu'on a dit c'est vraiment un fantaisiste, les faits sont que 20 ans après ou 30 ans après, on a inventé le sous-marin. Voilà. Donc c'est pas que le mec il était dans l'imaginaire, c'est qu'il avait accès au plan qui était prévu, parce que Jules Verne était un franc-maçon aussi, et qui savait très bien que dans les plans technologiques du système, il y avait des armes qui iraient sous l'eau. On lui avait dit. Voilà. Maintenant, les mecs qui sont en train d'annexer tous les pays et qui ont détruit aussi l'Égypte, on a oublié de le dire. L'Égypte, c'est comme par hasard tous les pays qui sont sur la carte du Grand Israël, voilà, c'est tout. Donc, moi je savais très bien que la Syrie allait tomber, je l'ai dit il y a 5 ans dans mes vidéos. Je l'ai dit, ils finiront par faire tomber la Syrie. Vous avez vu. Et moi je dis qu'à la fin, l'Arabie Saoudite, qui pour l'instant sert de pantin financier, vous allez voir qu'à la fin, pour les remercier, quand il n'y aura plus que l'Arabie Saoudite à détruire, parce qu'ils font aussi partie de la carte du Grand Israël, vous verrez qu'ils lâcheront l'Arabie Saoudite et qui déclencheront une guerre entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et que ça sera l'Iran qui s'occupera de nettoyer l'Arabie Saoudite. Et ils se nettoieront mutuellement d'ailleurs. Et après, il n'y aura plus qu'à les nettoyer les miettes avec l'armée de l'OTAN et américaine qui sont déjà sur le front en réalité. Voilà. Et c'est ça le nouvel ordre mondial. Et tout ce qui ne marche pas dans le sens du système sera détruit. La Corée du Nord, ça aussi j'en ai parlé dans mes vieilles vidéos, je vous l'ai dit. J'ai dit la Corée du Nord finira par être détruite. Le Pakistan et les Indes, pour l'instant, ils font profil bas, ils obéissent. La Corée du Nord, la Corée du Sud, ça va, pas de problème, ils sont occidentalisés. La Corée du Nord a refusé, vous verrez qu'ils tomberont aussi, d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'ils tomberont par le biais de la Chine. Ils finiront par trouver très certainement des accords avec la Chine et la Russie pour que la Corée du Nord soit détruite. Et quand ça sera le cas, il ne restera plus que la Chine et la Russie à mettre au pas. Et là, par contre, ça sera l'Armageddon. Mais ça pourrait arriver bien plus vite qu'on ne croit. Ça a failli péter avec la Corée du Nord il n'y a pas longtemps. Ça pourrait très bien arriver très 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 rapidement. Le Moyen-Orient est déjà foutu, déjà déstabilisé. Moi je vous dis, c'est une affaire qui peut être réglée d'ici, qui peut commencer d'ici quelques mois. Même quelques semaines. Ça pourrait très bien commencer dans l'année. Voilà. Donc, il faut pas. On me dit tu es défaitiste, tu es négativiste. Je suis pas négativiste, je suis réaliste. On voit bien que tout ce qui est en train de se produire tout ce qui est en train de se produire est déjà écrit quelque part. C'est ce que j'allais te dire. Ce qui est marrant, c'est que tout est écrit, donc enfin même l'arrivée de l'antéchrist, etc. Donc à croire que ça doit se passer comme ça, enfin comme si justement c'était un mal pour un bien en fait. C'est marrant, c'est que tout est écrit, tout est prédit. Enfin, c'est incroyable quand même. Ça se passe comme ça pour la simple bonne raison que les gens ne se réveillent pas. Si les gens se réveillaient, on pourrait avoir un autre avenir. Mais les gens ne se réveillent pas. Quand on leur dit, et c'est pour ça que pour moi, la politique est liée à toutes ces histoires occultes. Pour moi, tout est lié. Quand on me dit t'es chiant parce que tu fais des vidéos, un jour tu fais des trucs sur la santé, sur l'occultisme, sur l'ésotérisme, et après tu nous sors un truc sur Marine Le Pen. Mais parce que pour moi, c'est lié.
Quand quelqu'un qui justement tient un discours qui est de sauver la France et l'identité nationale parce que la France aurait un rôle dans le monde à jouer, c'est ce qu'a dit Marine Le Pen. Hein. Je la soutiens parce que je suis tout à fait d'accord avec elle. Voilà. Et c'est pas parce que elle s'appelle Le Pen ou machin, je m'en fous. Vous voyez, quand j'entends Zemmour dire la même chose, il dit que la France elle a un rôle important à jouer, je suis d'accord avec lui, je le soutiens. Je suis d'accord avec lui là-dessus. Dupont-Aignan le dit aussi, Asselineau le dit peut-être d'une autre façon. Mais voilà, il y en a plein qui le disent. Et pour moi, la France, elle est chrétienne, mais elle est pas catholique. Alors là aussi, je me fais attaquer sur ça, sur les cathos. Alors je suis désolé pour eux, s'il y en a ce soir, je veux pas les blesser. Mais pour moi, le catholicisme est un faux christianisme. Hein, je regrette de le dire. Le Vatican ne représente pas du tout les préceptes du Christ, pour moi. Hein, c'est personnel, je vous le dis. Il est inconcevable que Jésus se soit entouré d'une église avec des richesses incommensurables dans son sous-sol. C'est pas possible. Si l'église, si le Vatican veut bien se remettre en question et prouver qu'il est vraiment chrétien, il doit revendre tous les biens qu'il a dans son sous-sol et il doit faire voilà, il doit faire des enchères et revendre ça et distribuer aux pauvres les richesses qu'il doit récolter. Ça, c'est du vrai christianisme. Tant que le Vatican se comportera comme une banque et comme un contre-pouvoir, ce n'est pas du tout du christianisme. Et puis Jésus n'est pas le fils de Dieu, hein, parce que donc cette règle Jésus est le fils de Dieu, c'était voté par Constantin au concile de Nicée je sais plus quand c'était en 200 je crois, enfin 200 et quelques. Mais Jésus n'est pas le fils de Dieu, parce que Constantin avait pour objectif de faire oublier aux Romains ou à la population de l'Empire romain les figures comme Mars, Jupiter, Saturne, choses comme ça, et pour ça rien de mieux que de faire voter Jésus fils de Dieu. Et d'ailleurs j'avais vu ça, c'était au concile de Nicée, et il avait réuni des évêques à l'époque pour justement qu'ils fassent approuver cette loi, et la plus grande majorité des évêques n'ont pas accepté, et tous ceux qui n'ont pas accepté ont été excommuniés. Et parmi ces évêques qui ont excommuniés, il y en a un qui s'appelait Arius, et il a fondé un nouveau christianisme. Donc ça s'appelle l'arianisme, justement, de par son prénom. Et il faut savoir que les Visigoths et les Cathares étaient arianistes. C'est-à-dire que l'arianisme, c'est la chrétienté, mais dans cette chrétienté, Jésus n'est pas le fils de Dieu. Bah, c'est très intéressant ce que tu viens de me dire, parce que je suis absolument d'accord. Voilà, je partage totalement cette vision. Bon, après, il y a aussi d'autres mensonges sur la crucifixion. Après là, on pourrait en parler très loin, très très lentement, mais bon, c'est pas. Moi, le but, c'est pas de choquer non plus ce qui compte, c'est que les gens qui vont à l'église ou qui vont au Vatican soient des gens qui sont mus par un vrai amour, une vraie compassion, une vraie fraternité envers l'humanité. Bon, à la limite, qui comprennent pas entièrement ce que le vrai christianisme, c'est pas bien grave tant qu'ils sont bons à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais le catholicisme et le Vatican, je regrette, mais pour moi c'est un pouvoir occulte pour moi. C'est pas du tout lumineux, je regrette. C'est comme le système paradis-enfer qui a été mis en place par l'Église. C'est Hélène, la mère à Constantin, qui a mis ça en place. Parce que, de base, normalement, je crois que la chrétienté, ça prône, c'est pour la réincarnation. De sa foi de base, sauf que Hélène, la mère à Constantin, ça lui plaisait pas à l'époque, parce qu'elle voulait que elle et son fils soient vus de façon divine. Et comment tu veux qu'ils soient vus de façon divine si jamais il y a la réincarnation, c'est-à-dire parce qu'ils peuvent très bien se réincarner mourir et se réincarner en paysans du coin, donc ça leur allait pas, ça. Donc pour eux, ils ont mis en place ce système de enfer-paradis. Donc comme ça, ils sont vus pour qu'ils soient vus comme des êtres divins, et dès qu'ils mourront, ils sont au paradis auprès des dieux, quoi. Auprès de Dieu. Ah ouais, très bien. Absolument. Je ne parle pas de Lucifer aussi, de la façon dont ils ont diabolisé Lucifer, le porteur de lumière, qui n'a rien à voir avec Satan. Ils ont fait un parallèle avec les deux, et ils ont finalement associé les deux, alors que c'est pas du tout la même chose. Oui, en vérité, dans la Genèse, c'est le serpent, le vrai Dieu, et le Dieu, entre guillemets, qu'on nous parle, c'est lui le serpent, en fait, c'est l'inverse. Ça, on pourrait en parler longuement de la Genèse et de la Bible, mais on va pas en parler maintenant parce qu'il est déjà 10h15. On pourra en parler très longuement. Moi, j'en ai déjà parlé pas mal dans mes vidéos aussi d'avant. Il y a de toute façon des manipulations, des malversations
Voilà, il y a de la désinformation dès le départ, c'est-à-dire dès l'écriture de la Genèse, déjà, à la base. Parce que on sait très bien que les prêtres hébreux qui ont écrit la Genèse ont déjà tout pompé sur la Genèse sumérienne. Voilà. Et ça va Voilà, ils ont absolument tout pompé là-dessus, mais par contre, ils ont tout transformé comme ça les arrangeait. Voilà. Donc, là, on pourra en parler longuement. Je veux dire, effectivement, je pense que ça peut être un bon sujet pour un des prochains chats live, même s'il y a des législatives qui approchent et qu'on va encore un petit peu parler de politique jusqu'à ce que ces législatives soient passées. Après, on va se recentrer sur des sujets plus intéressants. Ouais, effectivement, parler de la Genèse, c'est très très important. Moi, je pense que c'est très intéressant. Parce que si on parle de la Genèse sumérienne et qu'on prend en considération l'existence, à ce moment-là, des extraterrestres, il faut le dire, hein. L'existence des extraterrestres est comprise dans la cosmogonie sumérienne. Hein. Donc, tiens, d'ailleurs, je suis allé voir Alien hier soir. C'est quand même pas mal. Oui, il est bien. Bah, il est bien dans le sens où ça parle de ça parle de la création, de l'humanité qui a été créée par des extraterrestres, donc c'est quand même intéressant. Après, bon, l'histoire du monstre en lui-même, bon, bah, oui, ça reste un film de divertissement. Mais il y a un truc que je comprends pas au niveau que ce soit des petits gris ou des reptiliens. Enfin, est-ce que c'est eux les démons quand on parle de démons de djinns, c'est eux, enfin, on fait référence à eux ou pas? Alors, bah, ça dépend. Ça dépend de qui, ça dépend de où. Les démons, normalement, vivent sur le plan démonique, c'est-à-dire dans le bas astral ou dans l'éthérique. Donc, j'aurais plutôt tendance à te dire non, ce ne sont pas les démons, mais il se peut que dans certaines cultures reculées, on ait confondu effectivement l'arrivée de petits gris en les traitant de démons ou en les dénommant ainsi, ouais, c'est possible. D'accord. Et j'aimerais bien savoir, enfin, les démons, comment ils sont créés, enfin, à quoi ils servent exactement dans le bas astral. Enfin, je comprends pas. Est-ce qu'ils évoluent aussi? Attends, je tiens quand même aussi à dire, pour finir ce que je voulais dire, que les petits gris et les reptiliens sont aussi une race qui vivent dans la quatrième dimension, c'est-à-dire qu'ils vivent aussi dans le bas astral et ils vivent aussi dans les ténèbres. Donc, effectivement, on pourrait les confondre. Ce que je voulais dire aussi, c'est, je comprends pas avec les démons. C'est quoi leur intérêt? Enfin, c'est quoi l'intérêt qu'ils existent? Et est-ce qu'ils évoluent aussi? Ouais, il y a quelqu'un qui souffle dans son micro par les narines, je sais pas qui, mais... Alors, est-ce qu'ils évoluent? Bien sûr, évidemment. Toutes les créatures évoluent. Pourquoi ils évolueraient pas? Évidemment. Déjà, je ne comprends pas d'où est-ce qu'ils viennent, parce que c'était des hommes aussi avant, ou ils sont créés comment, de par où? Les reptiliens, c'était des hommes avant, c'est ça que t'as dit? Non, les démons. Non, les démons, c'est plutôt sur le plan des angéliques. Les démons, c'est des anges qui sont pas encore accomplis. Hein. Ouais, mais les anges, avant de devenir anges, ils étaient hommes. Exact, absolument. C'était l'humanité. Du coup, les démons. Comment? Mais du coup, les démons aussi. Les démons ont été, oui, ils sont passés par la vague humaine. Mais il faut savoir que la vague humaine précédente, elle était moins évoluée que nous aujourd'hui. Tout comme nous aujourd'hui, tout comme les animaux, par exemple les animaux domestiques, les animaux, quand ils vont passer dans leur futur, quand ils vont former la future humanité, ce qui est très bien illustré dans la saga de la planète des singes, ils seront une meilleure humanité que nous n'avons été. Que nous sommes en tout cas. Parce qu'en fait, moi, je comprends pas, c'est que donc il y a ce système minéral, végétal, homme, ange, et comment des gens enfin des âmes qui ont vécu, enfin qui ont fini leur cycle humain, une fois qu'ils sont passés au cycle ange, enfin puissent redevenir mauvais au point de devenir des démons. Enfin, donc c'est à dire qu'ils ont rien appris sur Terre. D'abord, c'est pas parce qu'ils sont démons qu'ils sont automatiquement mauvais. Hein. Tu t'as dit qu'ils étaient mauvais. Démon, c'est une dénomination, c'est tout. Ça veut dire qu'ils sont sur un plan démonique. Ça veut pas dire qu'ils sont automatiquement démoniaques dans leur comportement.
Démon, c'est juste une appellation. Ce sont des anges qui ne sont pas encore accomplis, ou en tout cas ce sont des retardataires du plan angélique. Ils sont retardataires, tout comme les primates, en réalité, sont les retardataires de l'humanité. Voilà. Et c'est quoi les retardataires chez les archanges? C'est difficile de parler de ce sujet parce que c'est pas un plan qui nous est accessible. Hein. Donc il y a des retardataires chez les archanges aussi. Voilà. Il y a toujours eu des retardataires et des êtres plus avancés aussi. Par exemple, en ce qui concerne l'humanité actuelle, le peuple juif est la partie la plus avancée de l'humanité actuelle. C'est pour ça qu'on les appelle, on les a dénommés le peuple élu. Mais ils étaient en avance il y a 5000 ans, il y a 3000 ans. Aujourd'hui, c'est plus le cas, ils ont été rattrapés. Donc, l'humanité, dans son ensemble, a évolué, même si elle n'a pas évolué entièrement. Il y a encore des coins, il y a encore beaucoup d'endroits sur cette planète où les humains se comportent encore comme des semi-animaux. Bah, c'est bien parce qu'ils sortent de l'animalité aussi. Enfin, si une âme sort de l'animalité, elle se comportera encore beaucoup comme un animal. Bah oui, bien sûr. L'humanité est à moitié animale encore. On est des animaux, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on fonctionne pareil. On va être remplacé par les robots. Ah, mais si vous entendez Jacques Attali, pour lui, il suffit pas de faire des enfants pour en faire des êtres humains. Il l'a dit à part les juifs. Les juifs, eux, ils sont des êtres humains, voilà. Quels qu'ils soient. Par contre, le reste de l'humanité, c'est-à-dire les goïms, c'est-à-dire nous, quoi, les sous-merdes, quelque part, dans son esprit, à M. Attali, c'est pas parce qu'on va faire des gosses qu'on va automatiquement en faire des êtres humains. Donc lui, dans son esprit, puisqu'on est 7 milliards d'êtres humains, mais parmi les 7 milliards, je pense que dans son cerveau, il y en a peut-être 5 ou 6 milliards qui sont pas encore des êtres humains. Je pense qu'il préfère effectivement nous voir remplacés par des robots avec une programmation humaine, plutôt que de continuer à avoir 6 milliards d'êtres pseudo-humains qui ne le sont pas. Lui, dans son esprit, lui, c'est plutôt comme ça, ouais, c'est sûr. Ce que M. Attali ne prend pas en considération, c'est que les gens se réincarnent, c'est que les gens ont des atomes permanents, et c'est que les gens évoluent et s'améliorent au fur et à mesure des incarnations. Et que donc, automatiquement, à un moment donné, même ceux qui ne sont pas, ou qui ne se comportent pas encore comme des êtres humains, et je suis d'accord avec lui sur ce sujet, parce que pour moi, je considère qu'il y a beaucoup d'humains qui sont encore inhumains, notamment ceux qui font des sévices sur les animaux. Je suis d'accord avec lui là-dessus. Effectivement, heureusement, ces êtres humains-là, ces inhumains, un jour, paieront, parce qu'il y a ce système de karma, de réincarnation, qui fait que, tôt ou tard, on doit affronter notre bestialité. Voilà. Et on doit non seulement l'affronter, mais on doit aussi la combattre et la vaincre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes sur ma page Facebook, j'ai mis un nouvel avatar, j'ai mis une nouvelle photo, où on voit un être de lumière à l'intérieur d'un grand être sombre, un petit peu comme un genre de Hulk, en fait. C'est Hulk, en fait, image très très bien la métaphore, c'est que en fait, nous avons tous en nous une part bestiale, qui est violente, qui est sans conscience, qui peut faire du mal même aux êtres qu'on aime. Et cet avatar, il est écrit, l'homme courageux n'est pas celui qui terrasse son adversaire, mais c'est celui qui terrasse la brute qui est en lui, la bête qui est en lui, voilà, la bestialité. C'est ça, effectivement, devenir un être humain, c'est détruire, ou c'est combattre la bestialité qu'on a en nous, donc la part animale, même s'il y a des animaux, aujourd'hui, qui sont incapables de faire du mal. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, les animaux domestiques s'entraident, ils s'entraident même quand ils sont pas de la même race, et ils sont vraiment mus par une empathie et une compassion, vraiment. Et ils sont incapables de faire du mal, vous avez remarqué. Bon, en réalité, les animaux s'apprêtent, et ces animaux-là, ceux qui sont domestiques et qui sont dans la compassion, déjà, s'apprêtent à passer le stade de l'individualisation, c'est-à-dire à devenir des humains. Et ils seront bientôt une humanité qui sera meilleure que nous le sommes et nous l'avons été. Ça, c'est certain.
Voilà, je pense que je vous ai achevé avec cette histoire. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Ok, ça marche. On a bien jacté. D'ailleurs, je vais vous la mettre, la photo, là. Je vais vous la mettre sur le mur général. Voilà, c'est fait. L'homme fort n'est pas celui qui terrasse son adversaire, mais l'homme fort est celui qui maîtrise sa colère. Bon. Eh ben, figurez-vous, c'est une phrase du prophète de l'islam. Voilà. Donc, c'est une phrase très intéressante et qui mérite d'être relevée. Hein. Parce que je suis totalement d'accord avec ça. On a tous en nous un meurtrier potentiel. Je veux dire, si quelqu'un touche à notre femme, ou touche à nos gosses, même à notre chien, on est capable de le buter. On a tous ça en nous, tous. Cette part de brute. Hein. Voilà. Eh bien, à bientôt. Bah, à bientôt. Allez, à plus tard, à la prochaine. Au Ciao. revoir. Bye bye. À bientôt.